Alors bonjour à tous, excusez-moi pour ces petits aléas du direct, j'ai perdu un petit peu de temps, mais c'est pas grave. Alors je vais commencer par me présenter, donc je suis Mélissa Perrault, je suis actuellement étudiante à l'ISCOM Lyon en Master 2 Marketing, Communication et Management, au titre de manager de la marque, et donc également en alternance chez France Cluster depuis début septembre 2020. Alors, au cours de mon parcours, je retiens vraiment 2 expériences significatives. Donc, au sein de l'agence Nimeo, qui est une agence de naming. Donc, naming, ça va être vraiment le principe de donner des noms à des produits, des marques, des organisations. Et France Cluster, donc bien évidemment, où ça va être de la communication plutôt institutionnelle. Donc, vraiment très formatrice cette formation parce que je ne connaissais pas du tout ce domaine-là. Donc, en 3 compétences, j'ai mis créativité, naming et communication que, on va dire, j'exploite à peu près depuis 5 années. Donc, voici le sommaire de ma présentation. Alors, ce que j'aimerais, si vous le voulez bien, c'est qu'on participe vraiment à un échange, à des débats, à des réflexions communes. Donc, si vous souhaitiez participer, n'hésitez pas d'intervenir à tout moment. Alors, quand on évoque le terme cluster et qu'on tape sur la barre de Google, dans la barre de recherche, qu'est-ce qu'on voit? On voit les foyers de contagion, bien évidemment, liés à la crise Covid. Et malheureusement ou heureusement, donc, on sait ce que c'est à peu près le cluster. Donc, on a cette idée de groupement, de regroupement, mais seulement ce terme, il est évoqué dans plein de domaines différents, à savoir la musique, la chimie, la logistique. Et nous, on va vraiment s'intéresser à l'économie, à l'organisation de clusters, de réseaux d'entreprises, comme vous le savez très bien. Mais avant le Covid-19, c'était quoi un cluster? Alors justement, je voulais rebondir sur cette question pour savoir si justement vous avez été impacté par le terme cluster, de l'appropriation du mot dans les médias, mais de manière un peu péjorative. Est-ce que ça vous a porté préjudice? Donc, n'hésitez pas à intervenir, parce que moi, je ne vous vois pas, mais n'hésitez pas. Alors, je renchéris sur la question parce que il y a très peu, mais je vous laisse réagir les uns les autres. Il y en a très peu qui ont exprimé une gêne, sauf un ou deux que tu connais, mais qui l'ont surtout exprimé parce qu'ils étaient en contact avec le public final, c'est-à-dire Tout le à PK fait. Lambda, quoi. Par contre, je ne sais Ouais. pas si vous autres, je sais pas, Karine, Claire, Agathe, si vous avez envie de réagir, si ça vous a impacté ou pas. Bon, je démarre, zéro impact de notre côté parce que de toute façon, Cluster, on l'utilise à toutes les sauces depuis 15 ans. Alors, c'était une sauce supplémentaire et c'est vraiment pas du tout en lien direct avec nous. On dit plutôt pôle, club, groupe de travail et pas du tout impacté. Ok. D'accord. Bon, bah, tant mieux que ça ne vous ait pas impacté. Pour ma part, j'ai interrogé quelques clusters, donc je vais vous présenter quelques analyses à la suite. Et il y a par exemple Assurance Vallée qui a été impacté puisqu'ils ont décidé de changer de nom. Ils s'appelaient à l'époque Cluster Aura et maintenant Assurance Vallée, puisqu'ils sont souvent en communication, en échange avec le grand public ou les étudiants et qui se demandaient mais pourquoi vous appelez Cluster Aura? Enfin, vous êtes dans l'assurance, comment c'est possible? Et c'est pour cela qu'il y a eu justement des stratégies de naming, de rebranding avec l'accent, et c'est pour ça que certains ont été impactés. Mais heureusement, tout le monde ne l'a pas été. Alors justement, toujours dans cette idée de définition, de contexte, il y a 3 labels qu'on pourrait mettre en avant. Donc les labels de pôle de compétitivité que, bien évidemment, tout le monde connaît. Plutôt le grand public, ça leur parle plus, hein. Par exemple, pour ma part, quand j'explique dans quel domaine je travaille, le cluster, personne ne connaît, à part les personnes qui travaillent dans les domaines spécialisés. Mais quand je parle de pôle de compétitivité, ça a peut-être plus de résonance, puisqu'on l'entend plus dans les médias. Mais donc, ces labels qui sont bien évidemment évolutifs, on pourrait les définir comme des étiquettes auxquelles les clusters peuvent se rattacher.
Mais malheureusement, ils ne peuvent pas capitaliser dessus, pardon, puisque ce sont des politiques publiques qui évoluent sans cesse, donc ça vit, ça meurt, etc. Mais il n'y a pas vraiment un fil conducteur, on ne peut pas s'appuyer dessus. Alors, en termes de définition, toujours, il existe vraiment une multitude de variations de dénomination, comme vous pouvez voir à l'écran. Donc, à chaque fois, il y a toujours ce principe de groupement, de réseau, mais le contexte peut différer. Donc, ça peut avoir une valeur un peu plus techno-industrielle, enfin, cela dépend. Mais tout cela résume bien le principe de réseau. Oui? Mais ça, il y a Patricia de Novachim qui voulait Oui. réagir, je crois. Oui, juste c'était sur la slide précédente en fait. Il y a une quatrième catégorie en fait, c'est les labels CDT, CRT qui sont des labels du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Voilà. D'accord, tout à fait, Voilà. Merci. Merci de le préciser. Et Juste, c'est vrai que... juste cette précision. Bah, je vous remercie de l'avoir précisé. Et oui, c'est vrai que comme ça évolue, malheureusement, on ne peut pas vraiment dire qu'on fait partie des grappes d'entreprise, parce que ça, par exemple, on l'évoquait plus tôt quelques années auparavant, et maintenant, ça va s'essouffler. Oui, oui, enfin, le label CDT, CRT, c'est aussi vieux que les pôles de compétitivité, en fait. Hein, D'accord. Oui, excusez-moi, je suis peu informée sur ce label. Il n'y a pas de souci. Alors maintenant, on va plutôt parler de l'identité de cluster. L'identité, ça me semblait important parce que en fait, j'ai toujours... Enfin, quand on me demande d'expliquer dans quel domaine je travaille, je parle pour moi, pour ma part, parce que c'est en fonction de ma recherche, j'ai toujours un peu de mal à définir ce que c'est un cluster, enfin, sachant que le terme est beaucoup évolutif et qu'il diffère selon les structures. Mais on pourrait le définir comme étant un caractère permanent ou fondamental de quelqu'un, d'un groupe, d'une organisation, et qui marque vraiment une singularité et l'individualité. Donc voilà comment on pourrait le définir. Quel est le meilleur moyen de définir justement cette identité? La Mapster 2021, puisqu'elle est un peu à l'image d'une carte d'identité. On retrouve le nom, l'origine, le genre qui pourrait s'apparenter à la filière à laquelle les clusters appartiennent. Donc c'est vraiment un moyen de répertorier tous les clusters à l'échelle nationale qui est très pertinente. Donc la première analyse que j'ai effectuée, c'est justement un peu on va dire l'identité de communication des clusters, donc à savoir leur logo, leur baseline et leur nom. Alors voilà comment j'ai défini un peu 4 tendances, 4 positionnements assez différents. Mais on remarque que le pôle vert, le positionnement vert, donc les descripteurs, est quand même le plus présent. On remarque qu'il représente à peu près 3/4 des clusters à l'échelle mondiale, puisque ces analyses ont été faites à partir du site de l'ECCP. Donc, on remarque qu'il y a vraiment une revendication identitaire de la structure. On veut vraiment maintenir le fait qu'il s'agit d'un cluster, ce sentiment d'appartenance finalement. Et peut-être parce qu'il y a un souci d'accroissement, de visibilité, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y a beaucoup de clusters qui sont rattachés au terme, à la définition stricto sensu du cluster. Après, il y a d'autres clusters qui se détachent un peu. Donc les graphistes, par exemple, eux vont plus mettre l'accent sur un logo qui se détache du traditionnel, mais qui va garder un naming descriptif. C'est-à-dire que dedans, ils vont garder le terme de cluster, de réseau, de vallée. Donc on sait à quoi il appartient. Ensuite, il y a les créatifs, où en lisant, vraiment en percevant au premier regard ou en entendant dès la première fois le nom, on ne sait pas de quoi il s'agit. PIDA, Digital League. Bon, Digital League, on peut un peu se douter, mais les autres, beaucoup moins. Parce qu'en fait, ils ont voulu justement se détacher du terme cluster et marquer un peu une différence. Ensuite, on a les nominateurs qui, eux, se détachent de leur naming plus subjectif, mais qui reste quand même très traditionnel dans le visuel. Donc voilà, c'est à peu près les 4 positionnements qu'on peut remarquer parmi tous les clusters. Donc il y a forcément d'autres analyses qu'on peut faire, mais ça, c'est la mienne. Et il est vrai que les descripteurs
représente quand même la globalité de ces réseaux. Donc toujours en termes d'identité, là, c'est en fonction seulement de leur nom. Donc, je n'ai pas analysé la baseline. La baseline qui est le slogan qui reste la signature du cluster sur le long terme. Eh bien, parmi les noms de cluster, il y a quand même 12% qui portent la notion de cluster, 11,7% de pôle ou de pôle sans accent, 7,6% de vallée ou vallée, le rattachement à la Silicon Valley. Donc, en tout, cela représente 32% des clusters et pôles français qui revendiquent l'identité structurale au travers de leur nom. Donc, ce chiffre n'est pas représentatif de l'ensemble des clusters, puisque là, je n'ai pas mis en avant la baseline, si par exemple, ils précisaient leurs revendications identitaires. Mais d'après vous, est-ce qu'il faut affirmer le caractère structurel et identitaire d'une organisation, ou à l'inverse, le cluster, il doit pouvoir se démarquer et s'identifier comme une marque, par exemple? Qu'est-ce que ça vous évoque pour vous, ce chiffre? Est-ce que vous aviez déjà remarqué qu'il y a cette revendication? Oui. Moi, je fais par rapport à ça, effectivement, parce que je trouve que ça aide à la compréhension de ce que fait le cluster. Pour autant, pour le coup, moi, je travaille au pôle aliments et santé, et c'est vrai que dans l'échange, on a tendance à raccourcir par le pôle, mais Oui. en fait, il y en a plein qui sont dans ce cas-là, et on peut se retrouver à parler d'un pôle qui finalement n'est pas du tout le même cluster, en fait, et ça peut parfois prêter à la confusion dans des visioconférences, par exemple. Donc, c'est vrai que je trouve que c'est intéressant d'avoir dans le nom, mais je dirais de faire attention aux raccourcis, en fait, parce que ça peut prêter à la confusion, finalement, sur quelle structure on parle. Exactement. Oui, alors pour certains clusters et certains pôles, il y a vraiment une volonté de raccourcir, d'utiliser l'anagramme, d'utiliser les initiales, parce que c'est plus simple de dire CLT, enfin j'ai inventé, au lieu de cluster logistique transport. Je viens d'inventer un nom de cluster. Mais en effet, c'est vrai que les communicants ou les managers de cluster ont tendance à raccourcir un peu leur nom pour ceux qui ont un nom plutôt à rallonge, pardon. Et c'est vrai que ça facilite un peu plus l'échange. Je me permets juste Oui, une réaction, moi, de mon côté. Je trouve que c'est... Enfin, tu m'avais déjà présenté tes slides, mais moi, j'ai été surpris de constater que seulement 30%, 32% des clusters cherchaient à incarner dans leur identité le fait qu'ils étaient clusters. Effectivement, autour de la table, je vois bien que Novachim ne s'appelle pas Cluster Novachim, que Réseau Mesure ne s'appelle pas Cluster Réseau Mesure, que Karine, c'est Clubtex, c'est pas Cluster Clubtex ou c'est pas autre chose. Donc, effectivement, ou Pôle Aliment Santé, pareil. Mais voilà, moi spontanément, quand tu nous as présenté le chiffre, j'ai trouvé ça étonnant. Pôle de compète, c'était un peu différent parce qu'il y avait une vraie marque derrière. Donc, je comprends que les gens s'identifient derrière Pôle de compète parce que ça faisait référence à un service qui était la politique publique des pôles de compète. Mais globalement, tu vois que ça représente que 32%, ça me paraissait faible. Après, ça dépend aussi. Hein. Nous, on a 30 ans. Et il y a 30 ans, cluster, c'est un mot anglais qui signifie ce que nous sommes, un réseau, une association, un pôle. Donc, tous ceux qui sont un peu antérieurs à la mode du terme cluster, forcément, ça ne les concerne pas trop. Ce n'est pas dans leur nom. Comme pour le réseau mesure, on a bien le terme nom réseau dans... Pour le coup, notre nom parle super bien de ce qu'on fait. Voilà, nous, c'est club et texte. Enfin, je veux dire, c'est pas compliqué. Voilà, donc... c'est une question de mode. Je pense que cluster va passer et on passera à autre chose après. Et chez MAD, c'est intéressant parce que vous, on retient surtout cluster que MAD. Ouais, mais je voulais justement réagir parce que nous, on a un an d'existence, donc je pense qu'il y a un enjeu quand même au départ de faire comprendre quelle organisation on est, dans quelle catégorie on s'inscrit et je pense, et d'ailleurs je l'observe déjà dans les pratiques, c'est que le mot cluster
commencent déjà à disparaître un peu dans les communications. On dit je vais rejoindre le MAD, par exemple. Mais il n'empêche qu'au départ, on doit expliquer qui on est et du coup revendiquer le type d'organisation qu'on est. Donc ça nous sert à le faire d'employer évidemment ce terme-là. Mais je pense que c'est au fur et à mesure qu'on aura créé notre communauté et qu'on aura gagné notre notoriété, on n'aura plus besoin d'utiliser le mot cluster, quoi. Et je réagis juste, et j'abonde, je me permets juste, pendant que j'ai la parole, sur une question que je me pose, c'est sur au-delà de l'effet de conjoncture qu'on connaît aujourd'hui sur le terme cluster, j'ai cette intuition que ce mot est plus satisfaisant aujourd'hui, qu'il est un petit peu daté dans l'économie des territoires et qu'on n'arrive pas véritablement à le remplacer par quelque chose de peut-être un peu plus moderne et plus innovant. Et je vous avoue qu'au sein du cluster MAD, on est un peu dans cette difficulté-là à pas trouver autre chose pour l'instant, mais en trouvant que ce terme est un peu poussiéreux, voilà, pour dire les choses totalement transparentes. Ouais, non, mais je comprends. Justement, une remarque qui a été soulevée plusieurs fois par plusieurs clusters qui justement m'ont fait la même remarque que le terme était parfois un peu poussiéreux, qu'il appartenait plus au siècle d'avant que Alfred Marshall, ou c'était plus district industriel, mais Michael Porter a porté, mais plutôt l'ancienne génération. Donc c'est vrai, est-ce qu'il est toujours en adéquation? C'est la question qu'on peut se poser, que grand nombre de clusters osent se poser du moins. Merci pour votre intervention. Justement, j'ai mis en avant une petite citation de Heinz Pagels. C'est de l'identité qu'est née la différence, puisque à travers cette citation, pour marquer les esprits, justement, il est conseillé d'avoir une identité forte. Il faut qu'on puisse nous reconnaître dès le premier regard ou dès la première fois qu'on prononce le nom, pour qu'il n'y ait aucun doute possible. Et en fait, affirmer son identité, c'est un peu l'art de cultiver la différence. Donc de marquer vraiment le principe de distinctivité. Donc maintenant, on va évoquer le principe de marque, de branding. Et je vous propose de passer un petit quiz, si vous le voulez bien. Est-ce que vous connaissez tous Kahoot? Oui. Alors, je vous propose d'aller sur votre smartphone, d'aller sur Kahoot. Alors, il suffit, vous prenez votre smartphone si vous l'avez à disposition, parce qu'en fait, il faut suivre l'écran en même temps et vous pouvez, vous allez sur votre téléphone. Vous tapez sur votre smartphone kahoot.it. C'est très simple, hein, c'est un petit jeu. Vous me dites quand vous y êtes. Ils vont normalement vous demander un code PIN. Alors là, il est affiché juste ici. 121-2001. Alors, Agathe nous a rejoint. Karine. Geoffroy, Xavier. 12-12-901. Patricia. Verena. Vous me dites quand c'est bon parce que je ne sais pas combien il y en a qui... On va laisser quelques secondes encore. Bon, on va pouvoir démarrer. Alors, il vous suffit de répondre sur votre smartphone en lisant la question sur l'écran partagé. Quel est le nom de cette marque? Il faut cliquer sur la couleur ou le symbole correspondant sur votre smartphone. Merci. Nous avons
2 bonnes réponses pour Université de Lyon. Geoffroy est en tête. Quel est le nom de cette marque? La French Tech, bravo, et non la French Manucure. Je passe les scores, on les verra à la fin. Question multiple. Quels sont les noms de cette marque? Allez, vous la connaissez forcément. Ou pas? Ça hésite? Le suspense est à son comble. Il me dit que je suis premier de la classe. Bravo Xavier. Mais vous l'avez déjà fait. Alors, quel est le nom de cette marque? Un peu plus compliqué, ou pas? Est-ce qu'il y a des Lyonnais parmi nous? Alors, j'espère que vous n'allez pas nous faire honte. Bon, c'est parfait. Et c'était pas le GHB. Bravo! Quel est le nom de cette marque? Ah. Qui sont les festivaliers? Je passe? Ah non, c'est bon. Bravo, Nuit Sonore. Et non, les nems et les sushis. Geoffroy est en tête, bravo. Est-ce que l'écriture agenda, c'est correct? Et c'était vrai. Ah, on a 2 personnes qui sont en salle d'attente, mais je vais essayer de les... L'écriture correcte est Ougarden. C'est plus dur que ça se dit Kuharden. Ah, on a des professionnels en plus. Eh ben, tout le monde s'est trompé pratiquement. Ah non, tout le monde a juste, pardon, excusez-moi. Bravo. On sent qu'on aime bien la bière par ici. Est-ce que ceci est le premier logo d'Apple? Et c'était vrai. Eh oui. Comment se prononce l'outil, les réseaux sociaux professionnels que vous utilisez au quotidien? Que tout le monde prononce bien ou mal? Et oui, en effet, c'était LinkedIn. Je ne sais pas si j'ai bien fait l'accent, mais c'était ça. Et enfin, dernière question. Ray Kroc, je ne sais pas comment on prononce. Il a travaillé pour quelle marque? Et c'était McDonald's. On va afficher le petit podium. En 3e position, Karine, bravo. En 2e position, Geoffroy, bravo. Dépassé par Xavier. Magnifique. J'ai aucun mérite. J'osais pas le dire. Alors, merci. Revenons à nos petits moutons. Vous pouvez partager, vous pouvez parler à voix haute parce que malheureusement, je n'ai pas les commentaires en même temps. Alors, qu'est-ce qu'on commente? Tu veux qu'on commente les difficultés qu'on avait à... Nous sommes de bons consommateurs, c'est ça? Voilà, c'est ça. On voit que vous consommez pas mal de bière et vous aimez le monde de la nuit, c'est bien. Ouais, mais c'était une bière blanche, hein, c'est pas terrible. Ah bah excusez-moi, la prochaine fois, je choisirai une brune. Bon, en tout cas, on aime la bière et on en boit, mais on n'a rien à faire de savoir comment ça se prononce. Ça n'a aucun impact. Exactement.
Oui, et en fait, ça peut être une stratégie justement de naming adoptée par certaines marques. La difficulté de prononciation, je ne sais pas prononcer Agendas, ni LinkedIn, ni Garden, et ben, ça peut être justement une sorte de principe de distinctivité. Mais bien souvent, on préconise pour les créateurs de marques ou pour les organisations quelconques ou pour les créateurs de produits, de créer un nom qui est facilement prononçable, notamment par les publics étrangers, et qui n'est pas justement une autre signification dans une langue étrangère. Là, je prends en exemple, par exemple, Mitsubishi, qui avait un véhicule qui s'appelait Pajero, qui voulait dire branleur en Espagne. Donc forcément, ils n'avaient rien vendu, quoi. Donc, pour vous bien vous affirmer que le nom peut avoir une importance plutôt importante dans la marque. Et donc, est-ce que le cluster est une marque? Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. Justement, j'ai pu interviewer quelques managers et ou communicants chargés de com de cluster, comme vous pouvez voir ici. Et pour certains d'entre eux, ils se revendiquent, ils s'identifient justement comme des marques, puisque OSV, par exemple, va utiliser le principe de plateforme de marque. Assurance Valley, qui a créé tout récemment la marque employeur des jobs qui assure, d'ailleurs en partenariat avec l'ISCOM Lyon. Le PMT qui met en avant le fait que la marque doit se démarquer, qui joue vraiment sur le fait qu'ils se définissent comme tel, et un cluster, un pôle très marquant, pôle des technologies médicales qui est devenu Noveca, qui là, pour le coup, abandonne complètement son identité ancienne, passée, pour restructurer son organisation. Eco-Énergie, qui a beaucoup évolué en termes de logo et de nom. Ils sont passés par plein de logos différents, mais en changeant quelques petits détails pour, au final, nous assurer que la communication joue un rôle essentiel. Alors maintenant, on va évoquer un peu le place branding. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Si je vous dis marketing territorial, est-ce que ça vous évoque quelque chose? Oui, un peu plus, hein. On en a déjà entendu parler, on en entend de plus en plus parler. Par exemple, donc là j'ai mis en avant Only Lyon parce que Lyon pourrait se définir comme une marque à part entière. On pourrait également noter Amsterdam avec son logo I Amsterdam ou I Love New York, où vraiment ces métropoles se revendiquent un peu comme des marques pour mettre l'accent sur l'attractivité du territoire. Donc, dans le place branding, j'ai noté un acteur, Simon Hanolt, un acteur très important dans l'identité compétitive. C'est ce qu'il a créé, ce principe qui est une sorte de théorie qui repose sur 6 facteurs, où en fait, il affirme que si un territoire... j'ai un bug. Il va mettre l'accent sur une stratégie identitaire forte, eh bien, en fait, l'attractivité sera beaucoup plus forte pour ce territoire. Donc, les 6 facteurs qu'il met en avant, ça va être le tourisme, les marques à l'export, la culture, la population, l'investissement et la politique. Donc, en fait, ces 6 facteurs sont bien utilisés. Il dit que ça va être une base solide, justement, pour l'innovation et la collaboration du territoire. Ça va être un cercle fructueux. Et bien évidemment, il considère que ces principes doivent reposer sur la simplification et la fixation des objectifs sur le long terme, pour essayer de s'inscrire dans une démarche durable et pérenne. Toujours donc, dans le place branding, j'ai mis en avant la Glass Valley, puisqu'on remarque qu'ils utilisent des panneaux de signalétique, à l'entrée des communes entre eux et Aumale, justement pour mettre en avant ce cluster. Donc là, on pourrait justement voir que certains clusters s'apparentent à des territoires à part entière, puisque les habitants ne se référeraient plus aux communes de Eux et Aumale, mais plutôt ils s'approprieraient le nom d'un cluster qui est très présent sur un territoire pour identifier un lieu. Donc c'est vraiment un exemple très concret et marquant de marketing territorial, très impactant. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, ça pourrait être une ambition pour votre structure?
Il va falloir changer le nom à la France alors, parce que si on veut tous être des clusters nationaux, ça va être compliqué. C'est sûr qu'il y a une démarche, enfin, la question va se poser à quel public on s'adresse. Est-ce que ça va être à l'échelle locale, régionale, nationale ou alors internationale? Bien évidemment, il y a cette stratégie qui entre en jeu, mais ce qui est important justement de s'interroger, il faut s'interroger justement sur comment notre organisation, elle veut évoluer. Est-ce que si j'ai un nom hyper enfermant, cluster, où on met exactement le nom de la filière et le nom du territoire, est-ce que ça ne va pas nous enfermer un petit peu? Est-ce que si on veut évoluer, ça ne va pas un petit peu nous mettre des barrières pour ensuite, si on veut évoluer vers quelque chose de différent, comme l'a évoqué tout à l'heure Xavier, par exemple, les clusters qui s'affirment dans une stratégie de bien vieillir. Donc là, est-ce que ça ne porterait pas un petit peu préjudice? Donc ça, c'est une question qu'on peut se poser et qui est importante à réfléchir. Carrément, hein, parce que moi, je sors de cet atelier super angoissé. Mélissa, merci beaucoup, parce que ce que je comprends, c'est que je suis enfermé sur le territoire français et puis je suis tout poussiéreux avec mon mot cluster. Donc, France Cluster, on a un gros boulot à faire. Alors, déjà que j'ai une barbe blanche, mais alors là, c'est… Oui, mais en même temps, le France Cluster, c'est clair, on sait de quoi on parle. Le Père Noël des clusters. Voilà, c'est ça, je suis le Père Noël des clusters. Oui, alors oui, pour certains, ça peut être justement un peu… Là, c'est sûr qu'on sait de quoi on parle et il n'y a pas de doute là-dessus. Mais, non, mais oui, cependant, justement, la question, excuse-moi. Ouais, vas-y, vas-y. Excuse-moi, je te coupe la parole, mais je partage avec les collègues qui sont autour de la table en fait, moi j'avais une perception, jusqu'à ce qu'on ait nos échanges, Mélissa, j'avais une perception un peu ouverte de cette notion de nom. Et d'ailleurs, comme on l'a un peu évoqué, comme Mad, vous l'avez évoqué, dire, vous avez une vision à ce stade où vous êtes jeune, assez souple du naming, en disant bah, très bien, pas de souci, notre nom, il évoluera. En fait, ce que je ressens quand même, au gré de nos discussions, c'est quand même cette idée que, voilà, par exemple, pour France Cluster, qui a un peu plus d'une vingtaine d'années, changer de nom aujourd'hui, c'est pas une question que c'est difficile, c'est une question, la question qui se pose pour nous, c'est est-ce qu'on va pas plus perdre qu'on ne va gagner, perdre, je sais pas moi, le capital de connaissances, éventuellement de confiance, de relations qu'on a, bref, à changer de nom. Et est-ce qu'on n'a pas intérêt, comme tu le disais, Mélissa, malgré le fait que notre nom aujourd'hui a des inconvénients, peut-être, parce que le mot cluster est poussiéreux, parce que le mot France est peut-être un peu enfermant, est-ce qu'on n'a quand même pas intérêt à jouer de ces difficultés pour essayer de rebondir? Alors peut-être que ça nous oblige à redoubler d'efforts de communication, de marketing pour accompagner ça. Mais est-ce que le job, c'est se dire on veut sortir des frontières françaises, donc il faut absolument qu'on casse le nom France? Ou est-ce que c'est plutôt de se dire je fais des efforts de com pour changer cette vision-là? Je n'entends plus. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien, moi je vous entends. Vous m'entendez? Oui. Ouais, on vous entend. Et moi, vous m'entendiez ou pas? Oui. Ouais. C'est bien de vérifier. Je parlais tout seul ou je… Donc ouais, je sais pas, ce que j'avais… Ouais. Après, c'est peut-être aussi un problème de budget, soit on change un logo, soit une communication, c'est pas le même budget non plus. Merci. Oui, je pense que oui, c'est sûr que c'est pas… C'est sûr que… Bon. C'est sûr que développer une nouvelle marque, un nouveau nom, c'est très coûteux. Je ne sais pas si vous m'entendez. C'est des investissements en com qui sont quand même colossaux, surtout quand vous êtes bien installé dans les esprits.
Ben voilà. Je sais pas. Alors pour la petite histoire, France Cluster, c'est pas toujours appelé France Cluster. Pour les vieux de la vieille, là, ils ont peut-être connu le France Cluster d'avant le France Cluster. Il y a Karine qui me fait oui de la tête. Donc le France Cluster, c'est longtemps appelé le CDIF, le Club des districts industriels français, pour faire écho d'ailleurs à l'expérience italienne. Et on a un jour décidé de changer de nom. Ça nous a rien coûté parce qu'en fait, peut-être que CDIF était trop abstrait, j'en sais rien, je sais pas. Et puis après, attends, avant c'était SPL, hein. Alors on s'est aussi appelé le Club des SPL, oui, tout à fait, ouais. Mais on a décidé dans le temps d'abord de mettre CDIF en haut, puis en baseline France Cluster, et puis l'année suivante de mettre France Cluster en haut, puis CDIF en dessous, et puis après d'oublier CDIF pour s'appeler France Cluster. Mais pour le coup, je sais, ma question, c'est moins une question de coût qu'une question de mesure de ce qu'on perd à changer, quoi. Voilà, par rapport à ce qu'on a envie de gagner. Enfin, j'ai du mal à me projeter, moi, là-dedans. Je ne sais pas si tu as réussi à suivre notre conversation, Mélissa, tu avais quelques problèmes de connexion. Alors, je suis arrivée, oui, excusez-moi, toujours des petits soucis de connexion. Mais oui, j'ai suivi, j'ai entendu à partir d'un certain moment. Mais oui, donc… Moi, Xavier, juste pour en réaction à ce que tu dis, j'aurais tendance à dire, faut pas changer de nom si on change pas, l'offre entre guillemets qui va avec, parce que sinon c'est du superficiel et ce sera pas compris et du coup avant de travailler le nom, c'est d'abord travailler c'est quoi un cluster aujourd'hui et en quoi il est différent de la façon dont on s'organisait avant sous le nom de cluster, quoi. Et ça, du coup, ça vient chercher vraiment des questions de fond sur en quoi voilà, on est dans des nouvelles formes d'organisation, des nouvelles formes de réseau, de travail collaboratif, etc. Et je travaillerai d'abord moi là-dessus pour voir si ça justifie qu'on change de nom avant de faire plutôt que de faire l'inverse. Ouais, mais je comprends. Ouais. Bon, tu veux un peu nous laisser sous la poussière, mais j'apprécie. Mais non, mais je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Peut-être, Mélissa, que tu peux arrêter le partage d'écran parce que pour le coup, là, je me vois moi qui parle et c'est peut-être pas ça qui est intéressant. Mais, okay. Je me posais moi une question, je soumets aux autres pendant que Mélissa galère avec son… Ouais. Mais je me demandais si une des évolutions, mais c'est vraiment purement intuitif, ou est-ce qu'on n'a pas il y a une tendance à revenir à des noms français parce que on change un peu on est peut-être moins dans une forme d'attractivité externe que dans une forme de développement endogène où on renoue plutôt avec des logiques locales de collaboration dans les territoires. Alors, qui ne sont pas nouvelles, hein, mais où on se ressente sur du made in local, made in France et compagnie, et les enjeux d'attractivité externe sont peut-être moins prépondérants qu'avant et justifient peut-être moins des anglicismes aussi. Enfin, je fais le pont avec ces questions de langue aussi. Ouais. Bah, je sais pas, je laisse les collègues réagir. Mon sentiment, c'est que ta remarque, elle me surprend pas par rapport à ce que vous êtes, Mad. Bon, à la rigueur. Ouais, vas-y. Mais nous, typiquement, on est vraiment dans une logique de rassembler à l'échelle régionale Mais ça veut carrément, en fait. Notre première cible, elle est d'abord interne, quoi. Je vais vous laisser prendre interne à la région. le lead parce que là, ça bug carrément. Et parce qu'en fait, je pense que toi aussi, l'idée, c'est de développer, c'est aussi de mobilité active, douce. Toi, ce que tu cherches, c'est durable plutôt. Ce que tu cherches, c'est à travailler avec
notamment le Grand Lyon aujourd'hui. Donc, non, je me trompe en disant ça ou... Moi, c'est d'abord de révéler la filière à l'échelle régionale Ouais, c'est ça. et de faire qu'on travaille mieux ensemble à cette échelle-là plutôt que d'aller chercher une entreprise allemande ou une entreprise C'est ça. des Pays-Bas pour l'implanter dans la région. C'est ça. Mais je pense que dans une démarche commerciale, Karine, peut-être que Clubtex, vous avez une vision beaucoup plus internationale que... En fait, moi, je pense qu'il ne faut pas raisonner. Enfin, chacun a sa vision propre, sa vision, mission. C'est clair, une fois qu'on a défini ça, après, on veut changer de marque ou de logo ou de visuel. Ça n'a pas trop d'importance. Je ne suis pas une spécialiste de la com. Je sais que Clubtech, c'est un raccourci pour club de mecs qui font du textile technique. Techterra, c'est Technical Textiles Rhône-Alpes. Enfin, il y a des choses qui se font comme ça. Puis après, il y a des mots qui restent ancrés. Quand on regarde Eura Materials, c'est né de Matichem plus Uptex. Donc deux pôles qui avaient chacun une identité et qui se sont fondus en une. Alors pourquoi est-ce que ça s'appelle Eura Materials? Parce qu'on a Eura Santé, on a Eura Technologie en région, et c'est notre manière d'être rattaché à l'histoire de la région. Mais par contre, pour un Belge, un Allemand ou un gars du sud de la France, Eura Materials, c'est juste Eura Materials, il y a Eura dedans, et puis il se dit, tiens, c'est un pôle d'envergure, et il y a Materials, donc c'est les matériaux, et puis on peut faire pas mal de projets européens. Nous, c'est ça qu'on a défendu sur le pôle. Pour Clubtex, aucune utilité de changer, on a même plutôt été copié par nos collègues italiens qui, eux, s'appellent Tex Club Tech, donc enfin, ça remonte à il y a 30 ans, donc bon... Ouais. Moi, je pense que le logo ou la marque, enfin, moi, je ne suis pas une communicante, c'est d'abord un objectif, une vision, puis une mission. Et une fois qu'on a ça, le reste en découle. Moi, je pense que ça peut évoluer avec le temps et c'est un outil comme un autre. Je pense que France Cluster, c'est pareil. Je veux dire, quand il y a eu le changement de nom, pour moi, c'était l'association devenait vraiment nationale. Et elle représentait vraiment tout le monde. C'est un cap. Après, peut-être que ça s'appellera European Clusters, on ne sait pas. Mais enfin, une chose à la fois, puis on ne peut pas généraliser. Enfin, de toute façon, on l'a bien montré avec tous les exemples de Mélissa, on ne peut pas généraliser. Vous êtes lyonnais, enfin, je veux dire, il y a quand même les exemples sont typiquement lyonnais. Si on ne connaît pas, on est perdu. Enfin, je veux dire, moi, je vois bien le Lyon, mais je ne sais pas ce que c'est, j'ai fait au pif. Donc, je pense que c'est l'histoire qu'on met dedans. Il faut qu'on ait un minimum de choses qu'on comprenne. Et puis, et après, s'il y a un motto qui peut accompagner pour expliquer ce que c'est peut-être plus simple. Enfin, voilà. C'est un peu décousu, mais c'est ça. Non, c'est très bien, ouais. C'est très bien. Alors, Mélissa, on ne t'entend plus. On ne t'entend pas. Est-ce que... Non, on ne t'entend pas. Là, il faut qu'on se mette à la langue des signes, hein, vite fait. Hein. Ouais, voilà, ouais. Ça va être plus dur pour les marques. Ah, déjà, en même temps, il est bientôt... Ah. Bon, bah excusez-moi, désolée, j'ai eu plein de soucis Wi-Fi, je me suis connectée, reconnectée, déconnectée. Mais en tout cas, j'aimerais, si c'est possible, vraiment continuer cet échange avec vous parce que c'est très instructif, vos retours. J'aimerais vraiment échanger, débattre, puisque j'ai bien évidemment un profil de communicante et justement de stratégie de naming que j'exploite maintenant depuis quelques années. Et j'aurais vraiment aimé l'aborder un peu plus en détail avec vous. Alors, si vous, par la suite, vous aimeriez justement débattre autour d'une solution, est-ce qu'il serait possible de mettre en place par nos moyens une sorte de label qui ne soit pas imposé par les politiques publiques, ou alors est-ce que vous aimeriez justement échanger sur la professionnalisation de votre marque? Est-ce que ça vous intéresserait? De marque ou de votre organisation en termes de communication. Parce que malheureusement, je n'ai pas pu finir mon PowerPoint, mais j'avais d'autres théories et hypothèses à mettre en avant. Ouais. Tu parles de maintenant, Mélissa, ou pour maintenant? Non, ou... pour plus tard. Pour plus tard.
pour compléter le propos de Mélissa, nous, on a constaté plusieurs choses, mais qui vont dans le sens de ce que dit Karine, c'est que il y a régulièrement, et là-dessus, on n'a pas d'avis particulier sur ce constat-là, mais on voit régulièrement nos réseaux évoluer dans leur naming, dans leur nom. C'est en lien sans doute avec je sais pas, le stade de développement qu'ils rencontrent. Et on observe en parallèle on a des organisations qui sont quand même des objets de communication un peu, parce que pour animer, pour diffuser, pour rassembler, faut communiquer. Et donc, pour autant, on voit que dans nos équipes d'animation, on recrute assez rarement des communicants. C'est rarement la première compétence qu'on sollicite quand on recrute. Donc, en fait, on fait souvent de la com avec nos petits doigts quand on a le temps. Après le dîner, on va envoyer la newsletter. Donc on bricole beaucoup. Pardon pour ceux qui sont dans la com, parmi ceux qui sont autour de la table, là, si c'est le cas, mais tant mieux pour les clusters qui vous ont recruté. Mais voilà, donc on constate que c'est un vrai sujet, la com. Je retiens de notre échange, et je le partage assez bien, qu'il n'y a pas de règles spécifiques et il n'y a pas de cadre spécifique à inventer ou à construire pour notre communauté. Par contre, ce qu'on constate aussi, c'est que c'est une problématique ou c'est une question qui est assez récurrente et qui revient régulièrement sur vos ouvrages, pas forcément sur le nom, parfois sur la baseline d'ailleurs, mais parfois aussi à travers le nom, les questions ou les problèmes que ça peut poser, voilà, de territoire qui tout d'un coup devient Loire numérique, qui tout d'un coup dit mince, moi j'ai des boîtes qui dépassent largement les frontières de la Loire maintenant. Alors évidemment, je bossais avec le département, je recevais une sub du département de la Loire, donc c'est pour ça que je me suis appelé Loire numérique, mais depuis ça m'enquiquine parce que voilà, c'est plus. Et donc en fait, on constate quand même que c'est un sujet qui est assez récurrent. Et donc, c'est une vraie question qu'on se pose, nous, et qu'avec Mélissa, qu'on avait mis sur sa table, en fait, en lui disant, ça nous intéresserait que tu nous fasses remonter un peu d'informations pour qu'on comprenne comment, à l'échelle du collectif, modestement, enfin, on peut essayer d'apporter, quand c'est le bon moment, une contribution à la réflexion que se pose le cluster en question, quoi. Voilà. Agathe, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve ça intéressant parce que nous, justement, on est on a un projet de faire évoluer notre identité graphique pour le coup, et je pense que c'est des questions qui viennent nourrir un peu tout ça. Donc ça me fait réfléchir, me poser d'autres questions pour la suite. Donc, pas sur le nom, mais effectivement sur ce que mentionnait Mélissa tout à l'heure, l'utilisation de l'acronyme, par exemple, pour s'approcher un peu de ce terme pôle qui est un peu propre à différentes entités et pas qu'à nous. Donc, je pense que ça nous conforte aussi dans ces idées-là. Et c'est vrai que c'est important, finalement, le logo, c'est la première chose qu'on connaît d'identité, donc c'est important de bien prendre en compte et de ne pas négliger cette partie communication, je pense. Très bien. D'accord. Et Claire, pareil, qu'est-ce que tu en penses, toi, réseau mesure? Quand même, réseau mesure, c'est vieux, réseau mesure. Attends, c'est ultra poussiéreux. On a déjà changé il n'y a pas si longtemps que ça. Avant, c'était RMVO. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Ça a été revu déjà, donc pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Même le logo a été remodernisé, on peut le dire. Oui, c'est vrai. Donc non, pour l'instant, ce n'est pas dans les projets proches à court terme. Très bien. Et Patricia, toi, de ton côté, Novachim, comment tu réagis sur le sujet? Je suis assez tout perdue aussi. Alors que, comme ce que tu disais, Xavier, nous, on fait ça un petit peu avec nos petits doigts. Et nous, on a fait vraiment, je pense, un petit peu tout et n'importe quoi. En fait, nous, on s'appelait CRIT Chimie, Plastique, Matériaux. Mais après, on s'est appelé CRIT Chimie, Formulation. Et ensuite, bon,
enfin, il y a eu une période où on a porté un autre label que celui du label CDT, donc qui était un label régional, hein, donc le prix DES. Et pour nous différencier un peu, on s'était appelé justement à ce moment-là le prix DES Novachim. Mais on avait toujours crit chimie, formulation, enfin, crit chimie, matériaux. Et puis, quand les prix DES ont disparu, on a dit faut tout changer, il faut dépoussiérer. Donc, on s'est appelé Novachim avec en baseline crit chimie, formulation, pour garder un peu ce qu'on était avant. Et puis, en fait, on a fusionné début 2020 et on a gardé que Novachim. En fait, dans les 3 structures qui ont fusionné, on a gardé notre nom qui était le plus connu, en fait, par les financeurs. Donc, les 2 autres structures, il y en avait une, c'était l'URIP, l'autre, c'était la FIP. Donc, il n'y avait enfin, on ne savait pas ce qu'il y avait derrière. Donc, on s'est tous appelés Novachim. Mais du coup, on a enlevé crit chimie et matériaux. Donc, du coup, en fait, on n'est plus vraiment lisible par rapport à notre activité, d'une part. Enfin, il reste le chim, mais il y a beaucoup de gens qui disent kim, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi, parce que pourtant, c'est HIM, ça fait bien chim, mais voilà. Donc, du coup, je pense qu'on ne voit plus trop la chimie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, comment vous l'avez ressenti. Et on ne voit pas vraiment non plus qu'on est un cluster. Si ce n'est juste que ça fait un petit moment que, au moins en région, les gens entendent parler de nous et nous connaissent. Mais voilà, mais en fait, moi, c'est un peu le bazar qu'on fait par rapport à notre nom, quoi, en fait. Voilà. Et là, puisque Mélissa a retiré sa caméra, je me permets de vous parler à vous. Il ne faut surtout pas confier une réflexion sur son identité à des spécialistes de la com. C'est l'enfer. C'est encore. Ils vous cassent tout, quoi. Ils vous cassent tout. Ouais, c'est sûr. Donc non, mais voilà, bref, à moi, c'est la rallumée. Merci d'avoir partagé vos réactions. Et ça bug. Ok. Voilà. Ok. Bah, écoutez, en tout cas, voilà, sachez-le, je me permets de le dire à la place de Mélissa, là, qui est bien embêtée avec ses problèmes de connexion. Mais voilà, nous c'est un sujet quand même qui nous anime pas mal, avec cette arrière-pensée pas du tout arrêtée, mais de se dire comment au bon moment, et à la rigueur, Patricia, à travers ton propos, il est intéressant. Enfin, l'idée, c'est pas une question de prestation, mais c'est de dire comment, quand un cluster arrive dans cette étape où il a accumulé des moments, bref, et il sait plus très bien où il habite, alors que justement cette identité, elle est importante. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place, peut-être en intercluster, peut-être je sais pas quoi, enfin bref, qui permet de s'interroger et puis de se mettre sur les rails d'une lisibilité. Voilà. Et est-ce qu'il n'y a pas quand même dans cette communauté, je sais pas moi, la petite grille de questions intéressantes à se poser qui permet de remettre les valeurs du cluster, enfin de bien réidentifier les valeurs de son cluster et de les mettre en avant dans son nom ou dans sa baseline. Enfin, on pense qu'il y a sans doute un petit truc à construire et à partager entre nous et à consommer, voilà, à utiliser quand le cluster en exprime le besoin. Effectivement, si Karine, Clubtext, tu penses que c'est un boulevard et qu'il n'y a absolument pas à se poser de questions, le but du jeu, c'est surtout pas de demander à Mélissa de venir t'expliquer par A plus B que non, ton nom, c'est pas bien. Tu vois, nous, je pense que le nom ne va pas trop changer. Par contre, on a changé de logo alors que ça faisait 28 ans qu'on l'avait, parce qu'on s'était rapproché du pôle Uptex. Bon, finalement, Uptex est devenu Ramaterials, donc nous, on a gardé le nouveau logo parce qu'on s'est dit, on ne commence pas à changer. Ouais. Néanmoins, je trouve que la base, avant de se dire on change le logo, on change ça, c'est la réflexion stratégique. C'est où est-ce qu'on va, quelle est notre mission, quelle est notre vision. Et après, la question se pose de notre logo et puis en adéquation. Mais d'abord, il faut savoir vers quoi on va, ce qu'on veut faire et qui on est, quoi, à quoi on sert. Et une fois qu'on a répondu à toutes ces questions-là et qu'on a bien interrogé notre base pour savoir ce qu'on faisait, je pense que là, il faut faire le travail de communication et de design qui va avec. Mais avant de mettre en forme, il faut vraiment travailler de fond. Enfin, ouais, tout à fait. C'est mon point de vue, quoi. Ça, c'est ce que tu viens de dire aussi.
Complètement. Mais l'histoire que tu témoignes, Karine, est vachement intéressante hein, parce que vous avez quand même décidé. Moi, ce que j'entends dans l'histoire que tu racontes, c'est que Clubtex, c'est une marque parce que vous auriez pu être absorbé dans Eura Materials. Enfin, à la rigueur, pourquoi avoir gardé Clubtex? Stratégie, chacun, enfin, je veux dire, materials. Nous, on est un des matériaux, mais on n'est pas tous les matériaux. Donc, on est une porte d'entrée sur le pôle, mais on reste indépendant. Puis d'abord aussi parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs et qu'on ne couvre pas le même territoire et que ça ne faisait pas sens d'être intégré. On a un autre mode de fonctionnement qu'un pôle de compétitivité. On a un club de potes qui boivent un coup pour faire des affaires ensemble. Ouais. Si après, ils peuvent faire de l'innovation, de l'international. Ah, bonjour Mélissa. Enfin, non, nous, la question de l'intégration, non. La question de co-travail, de collaboration est très forte, mais pas de disparition au sein d'eux. Enfin, c'était pas à l'ordre du jour, mais ça, c'est pareil. C'est stratégiquement, où est-ce qu'on veut aller, qui on est, et de quoi ont besoin nos industriels. C'est ça, c'est la base. Hein. Après, le reste suit. Et je vais vous montrer celui d'avant. Ah ouais. Bon, bah, excusez-moi en tout cas pour les petits soucis techniques, j'ai pas pu tout Alors, montrer. Ah oui, voilà, c'est. Ah oui, ça c'est l'ancien là. Et attends, mais ça c'est l'ancien. Et... Donc, on a changé notre logo, hein, mais c'était déjà en fait des liens qui se croisaient, donc ça faisait penser à la fois au réseau et puis un peu au textile. Puis finalement, on a choisi un X qui représente le textile et uniquement le textile, et avec des traits pour le tissage. Mais bon, ça, c'est une agence de com qui l'a fait, et on n'était pas content des différents jets. On a vraiment beaucoup râlé, on a beaucoup échangé, et ça a été très long avant qu'on se mette d'accord sur ce logo-là et qu'on soit d'accord des deux côtés, parce qu'on a deux bureaux différents, deux CA différents, et des adhérents qui ne fonctionnent pas pareil, mais on a gardé notre couleur, c'est ce qui est resté. Ouais, très bien. Je peux rebondir dessus. En tout cas, ce qui est important quand on est dans une démarche de création de nom ou de design graphique, il ne faut pas s'attarder sur tout ce qui va être vraiment affectif. J'aime pas. Il ne faut pas qu'on reste sur ces critères-là parce que ça va porter confusion. Il faut plutôt rester sur les critères de base qu'on s'était définis, sur les objectifs en fonction de la cible et nos missions et nos valeurs, bien évidemment, qu'on veut mettre en avant. Et c'est difficile, c'est l'un des exercices les plus compliqués de justement essayer d'écarter le fait « Ah, il est mignon celui-ci, ah, j'aime bien les couleurs, nanana ». Non, il faut vraiment rester concentré sur l'objectif de base qui est les adhérents, nos publics, qu'est-ce qu'on veut revendiquer, quelle est notre identité, comment on la met en avant. Ça marche. Bon, super. En tout cas, merci pour cet échange. Je vois qu'il est 16h05, on a déjà débordé. Après, on peut continuer hein, si ça vous intéresse, avec grand plaisir pour échanger là-dessus. En tout cas, on a bien entendu, Agathe, que tu te posais des questions et donc, avec grand plaisir pour s'en parler. Patricia, pareil, on a compris que tu étais complètement perdue. Vous avez aussi, voilà. Vous avez aussi compris que nous, en fait, le problème, c'est qu'on respire plus sous notre poussière. Merci. Et donc, voilà, Mélissa, tu as ton groupe, hein, tu as ton groupe de paumés, quoi. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci en tout cas. Ouais, merci beaucoup. C'était très intéressant. À très bientôt. Salut à tous. Au revoir. Au revoir.